Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 avril et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de l'excellente opération financière du Real Madrid qui tient sa première recrue du mercato estival en la présence de Nico Paz. Oui, un ancien du Real Madrid et justement vous allez le voir, ça a son importance. On parlera également d'Hugo Lloris et de rumeurs de retour pour la Coupe du Monde 2026, ce qui serait extrêmement surprenant, de Kylian Mbappé, de sa blessure, de comment c'est traité et de quels sont les enjeux, de ce cher Vélodrome qui se voit retirer son naming à partir de la saison prochaine et j'ai quelques interrogations sur le naming de manière générale, ce sera l'occasion d'en parler et on reviendra sur les compositions probables pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Évidemment, c'est la grosse rencontre et l'événement footballistique de cette journée. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La magie du Real Madrid avec leur clause, c'est juste du génie. Ils vont racheter Nico Paz pour environ 10 millions d'euros. Et si vous n'avez pas suivi la saison du jeune talent argentin du côté de la Serie A, il est estimé à 65 millions d'euros. C'est un coup de génie et c'est donc la première recrue du mercato estival pour le Real Madrid. L'information nous vient du journal AS du côté de l'Espagne et c'est typiquement ça la stratégie du Real Madrid. Ils ont cédé le jeune pour très peu, 6 millions d'euros. Ils incluent un pourcentage à la revente mais aussi un droit de préemption au cas où il se repositionne pas sur le joueur, mais ils ont également une clause de rachat en plus de ça pour pouvoir rapatrier le jeune joueur au cas où il cartonne complètement dans son nouveau club. Finalement tout le monde y trouve son compte dans cette affaire parce que le club de Com a pu attirer un talent qui va leur donner quand même une petite plus-value, qui a fait 2 saisons chez eux, qui a été extrêmement performant et qui a été acheté à peu de frais au départ. Et puis surtout pour le Real Madrid, ça permet de voir ces jeunes continuer leur développement et de ne pas être complètement bloqués au sein de l'institution madrilène où évidemment la concurrence elle est absolument énorme. Alors Paz, pour sa saison, il a été très remarqué du côté de la Serie A. C'est un milieu offensif qui peut jouer faux numéro 9, on peut également le voir à droite, grosse capacité à aller vers l'avant, à être à être décisif. C'est déjà sa 2e saison du côté de l'Italie et à 21 ans, comme je disais en introduction, il est estimé à 65 millions d'euros. Ça veut dire que le Real Madrid a une réduction de prix où c'est divisé par 6, c'est absolument énorme et il faut vraiment insister sur leur clause parce que c'est quelque chose qu'ils font systématiquement et ils ont déjà fait beaucoup de très bons coups avec ça. On pense notamment à l'époque à Alvaro Morata où ils avaient fait une belle petite bascule financière, même s'ils avaient essayé de l'incorporer au club. Et justement, Nico Paz, est-ce qu'il peut être incorporé au Real Madrid ? Moi, je suis assez partagé là-dessus. C'est un jeune joueur qui a un talent qui est absolument évident, mais du côté du Real Madrid, on parle beaucoup de la concurrence, on parle beaucoup de joueurs qui ont du mal à se faire leur place, et même un joueur comme Rodrigo, par exemple, il en a énormément souffert avant sa blessure. Il y a des rumeurs de départ sur certains éléments, Gonzalo Garcia dès ce mercato estival, on se demande si Vinicius Junior va prolonger. Donc en fait, il faudra voir l'état de la concurrence, mais c'est pas évident qu'ils réussissent à trouver une place au sein du club espagnol. Dans le pire des cas, j'ai envie de dire que le Real Madrid récupère pour 10 millions d'euros un joueur qui en vaut 65 millions d'euros. Même s'ils bradent un peu, ils vont aller chercher beaucoup d'argent dans cette opération, donc c'est gagnant, quoi qu'il arrive. Hugo Lloris de retour en équipe de France, c'est la dernière rumeur qui enflamme la toile et franchement, il prendrait la place de Chevalier qui aurait absolument tout perdu durant cette saison. Lucas Chevalier s'est fait devancer en équipe de France déjà parce qu'il était annoncé comme le numéro 2 et désormais il est considéré comme le numéro 3. Lucas Chevalier est dans une impasse totale au Paris Saint-Germain où il a même pas une miette de minutes de jeu. Mais alors si Hugo Lloris lui prenait sa place pour le Mondial 2026, ce serait absolument dramatique. L'information nous vient du journal L'Équipe et c'est assez marrant parce que la source du journal L'Équipe précise qu'Hugo Lloris aimerait bien mais qu'il n'ira pas faire campagne par respect pour les gardiens qui sont déjà en place. C'est assez marrant parce que généralement ce genre d'information ça fuite pas contre la volonté du joueur et c'est peut-être justement un moyen de faire campagne de manière indirecte. En tout cas Hugo Lloris il aurait pas beaucoup de chemin à faire puisqu'il évolue en MLS, plus précisément au Los Angeles FC, là où il y avait Olivier Giroud auparavant. Donc oui, Hugo Lloris est déjà aux États-Unis. Reste qu'en équipe de France, pour moi l'enjeu il est mineur. Le 3e gardien c'est quoi ? C'est le mec qui va être chauffeur de salle, c'est le mec qui va mettre l'ambiance dans le vestiaire. Alors on peut toujours dire qu'il y a un côté, faut être présent à l'entraînement, faut soutenir les 2 premiers gardiens.
mais concrètement t'es moniteur de colo. Alors est-ce que en moniteur colo vous préférez Lucas Chevalier ou Hugo Lloris? En tout cas du côté de Didier Deschamps, il n'y a pas de renversement de hiérarchie qui est prévu, donc c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. On sent qu'il y a des infos qui fuitent pour tâter un petit peu le terrain pour Hugo Lloris, mais personnellement j'y trouve un non-enjeu absolu pour l'équipe de France et la Coupe du Monde. La presse française est relativement marrante, elle traite le prisme de la blessure de Kylian Mbappé à travers l'équipe de France et la Coupe du Monde 2026. Voici par exemple un article du journal L'Équipe qui s'interroge là-dessus, mais c'est plutôt logique puisque Mbappé a une blessure à la cuisse et qu'en France, le Real Madrid, quand on est un média généraliste qui parle pas spécifiquement de foot, on s'en moque un petit peu, on va surtout s'intéresser aux Bleus. Mais pas de panique à avoir pour l'équipe de France, normalement Kylian Mbappé devrait être rétabli. Et d'ailleurs, si on va du côté des médias francophones, cette fois spécialisés dans le football et plus précisément le Real Madrid, on a Real France qui nous avance que évidemment Mbappé sera absent pour le prochain match, mais qu'il y a un espoir de le voir lors du Classico, c'est-à-dire le 10 mai. La blessure de Kylian Mbappé, en réalité, elle a un enjeu qui est un petit peu vicieux. L'enjeu sportif pour le Real Madrid est relativement limité parce que tu sais que le FC Barcelone va avoir la Liga, tu es éliminé de Champions League, t'as pas 40 000 trucs à jouer du coup, mais par contre Kylian Mbappé, il y a cette petite musique qui commence à se entendre de plus en plus forte, comme quoi le Real Madrid jouerait mieux quand il n'est pas là. C'est vrai qu'il a eu quelques petites absences au cours de cette saison. On peut d'ailleurs s'interroger sur des petites blessures à répétition qui commencent à devenir fréquentes pour l'attaquant français, mais on va voir si le Real Madrid joue une nouvelle fois mieux sans Kylian Mbappé. Parce que si Mbappé fait des matchs absolument fabuleux, mais qu'au final sa présence est préjudiciable à l'équipe, ça va créer beaucoup de débats, beaucoup de tensions, des tensions qui sont déjà présentes, qui n'ont même pas besoin d'être alimentées, mais ce serait des cartouches supplémentaires dans le fusil des détracteurs de Kylian Mbappé. Donc je suis pressé de voir les prochains matchs du Real Madrid, ou plus précisément le prochain match du Real Madrid sans Mbappé, parce qu'à mon avis ça va vraiment beaucoup alimenter des débats qui sont déjà brûlants. Question pour les Marseillais, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire l'Orange Vélodrome? Alors quand je dis quelqu'un, je parle pas d'un journaliste ou d'un responsable de l'Olympique de Marseille qui doit scrupuleusement respecter le contrat du naming et appeler ça l'Orange Vélodrome, mais sinon moi de manière générale, tous les Marseillais avec qui je discute parlent du Vélodrome ou du Vel à la limite pour ceux qui préfèrent l'abréviation, mais tu n'appelles jamais ce stade l'Orange Vélodrome. Alors de toute façon c'est terminé à partir de la saison prochaine, la presse nous apprend que le contrat de naming est finito après 10 ans de collaboration, c'est 2,5 millions d'euros de manque à gagner par saison, donc c'est quand même un gros contrat qui part pour Marseille, mais de manière générale, je dois vous avouer que les contrats de naming de stade, ça m'a toujours interrogé, surtout pour un stade historique comme le Vélodrome. À la limite, quand c'est un nouveau stade, que t'as pas encore pris l'habitude de l'appeler d'une manière particulière, le naming, tu vas vraiment l'associer au stade et tu vas prendre le réflexe de le dire, mais pour le Vélodrome, alors je sais ce que vous allez me dire, Orange est un énorme groupe, il y a un calcul de RPM, de présence médiatique qui a dû être fait, et ça doit être rentable de mettre 2,5 millions d'euros là-dessus. Alors croyez-en, mes expériences dans ma précédente carrière, c'est pas parce que c'est une grosse entreprise qu'il y a des calculs de rentabilité qui sont toujours extrêmement fins, parfois c'est même l'inverse, j'ai vu des millions dépensés dans des opérations qui avaient absolument aucun sens. En fait la question de la rentabilité que je me pose, c'est plutôt sur les avantages en nature qu'ils avaient. Est-ce qu'il y avait beaucoup de loges qui étaient liées au contrat de sponsoring? Est-ce qu'il y avait beaucoup de billets pour des matchs, des invitations partenaires? Parce que finalement, parfois le sponsoring c'est là où il trouve toute sa rentabilité, pas tant dans la visibilité, mais parce que ça t'offre l'occasion d'inviter des clients, de faire du réseautage. En tout cas, c'est assez ironique que le nouveau président de l'Olympique de Marseille ait une grande expérience chez Orange, mais que ce soit à ce moment-là qu'Orange et Marseille voient leur chemin différer. Reste désormais pour l'OM à trouver un nouveau sponsor pour le naming du stade, parce que je le redis, 2,5 millions d'euros par saison, surtout dans une période où les droits TV sont rachitiques, surtout dans une période où l'OM est en train de louper certains de ses objectifs européens, eh bien ça compte, c'est de l'argent qu'il faut garder.
Les compositions attendues pour PSG Bayern selon le journal L'Équipe, avec quelques petites indécisions, notamment du côté du PSG. Voici les détails. Pour Paris, en fait, on peut s'interroger sur Fabien Ruiz et Barcola qui sont de retour et qui peuvent postuler à une place de titulaire. Ruiz y a été peu convaincant face à Angers et titulaire alors que tu faisais tourner, donc ça joue pas en sa faveur. Et du côté de Barcola, j'ai tendance à me dire que si tu veux mettre tout le monde à son poste de prédilection, bah tu dois faire des choix entre Barcola et Kvara, chose que t'as pas forcément à faire avec Désiré Doué, donc ça plaide plus en la faveur de l'ancien du Stade Rennais. Du côté du Bayern Munich, tu vas évidemment avoir Musiala dans le cœur du jeu pour remplacer Gnabry, sinon c'est du grand classique, et c'est l'occasion de voir également cette composition, l'expérience absolument phénoménale de deux joueurs, Manuel Neuer qui du haut de ses 40 ans a tout de même 149 matchs de Ligue des Champions, mais aussi Marquinhos, 31 ans, et lui 119 matchs de Champions League. C'est un match qui est présenté comme la finale de la Ligue des Champions avant l'heure. Attention à pas de manquer de respect à Arsenal et à l'Atlético Madrid qui sont également deux très grands clubs, mais cette demi-finale, elle attire toutes les attentions. Alors qui est le favori de ce match? Je vous présente une partie sponsorisée par Winamax avec les cotes et mon petit prono. Si vous avez envie de vous créer un compte, il y a le code promo TMF10 à rentrer lors de la création du compte. Ça vous donne 10 € en free bet. Ça vous permet d'avoir votre premier pari remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et en plus ça aide la chaîne. Le favori est le Paris Saint-Germain, une cote à 2,30. Le Bayern Munich est pas loin derrière, 2,50, mais les parieurs vont sur le PSG. Dans les pronos les plus posés, on a le PSG, on a du Dembélé, on a du Harry Kane, et de mon côté, une fois n'est pas coutume, je vais aller sur quelque chose de risqué et de joueur. C'est au parc dont je vois PSG au match nul, je me réserve une petite marge de sécurité. J'imagine bien Olysée décisif, donc buteur ou passeur, ça m'a l'air assez probable, et forcément ça amènerait les deux équipes qui marquent, donc autant combiner ça pour une cote à 3,70. Très pressé de voir le match, on en parlera évidemment dans le journal pour le débriefer. Terminé pour le journal du jour. Hier, vous l'avez vu, il y a eu une longue vidéo pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. J'avais bien envie de faire le point sur les précédentes rencontres des deux équipes. Je sais pas si je vais autant m'étaler, pour être honnête, dans le format de cet après-midi qui évidemment va être dédié au match entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Ce sont deux équipes dont j'ai envie de parler, mais peut-être que je vais réussir à être un petit peu plus synthétique. En tout cas, vous le devinez, cette semaine elle va être évidemment dédiée à la Champions League. C'est aussi pour ça que j'aime bien le journal, c'est que le journal, je vais pouvoir aller sur d'autres sujets comme Hugo Lloris, comme le Vélodrome, comme Nico Paz, qui sont pas des sujets brûlants de Champions League, mais pour la chaîne principale, je sais pas vous, mais moi c'est même pas dans une logique de qu'est-ce qui fera du vu ou autre, c'est juste que l'actualité footballistique qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont quand même les résultats de ces matchs, c'est quand même de voir comment ça va s'articuler, parce que franchement, Bayern, Arsenal, Atlético, PSG, il y a de l'enjeu dans absolument tous les sens. Je sais pas si on s'en rend compte, mais le PSG, évidemment, en France, c'est un événement, ils sont en demi-finale, ils doivent défendre leur titre. Le Bayern, c'est vu comme l'équipe favori. L'Atlético Madrid, il y a le côté, est-ce que Griezmann va enfin avoir un énorme trophée avec l'Atlético Madrid? Arsenal, ils peuvent tout gagner ou tout perdre. Bref, je trouve qu'il y a du scénario dans tous les sens, ça rend les matchs absolument passionnants. Je suis hyper content du tableau cette année. Bref, on en parle cet après-midi de toute façon, kiffez bien votre journée, salut!